La nuit de Noël à Sokoto n'a pas résonné de chants, mais d'explosions. Alors que les familles priaient, des frappes américaines ont déchiré le ciel nigérian, transformant une fête sacrée en signal géopolitique brutal, sans coordination assumée. Que signifie, pour les Africains ordinaires, qu'une puissance étrangère frappe ainsi? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il vu dans cet instant bien plus qu'un incident isolé? En quelques heures, une ligne invisible a été testée, puis franchie. Cette histoire promet plus qu'un récit d'événements. Elle expose les mécanismes qui transforment une frappe ponctuelle en précédent durable. Ce récit aide à comprendre souveraineté, précédent et choix africains immédiats. L'enjeu est double. D'un côté, la sécurité réelle face aux groupes armés, souvent invoqués pour justifier l'urgence. De l'autre, la règle tacite qui décide qui coordonne, qui autorise et qui assume, lorsque la force traverse une frontière sans consentement explicite. Le cœur du sujet n'est pas la technologie militaire, mais la hiérarchie des décisions. Qui parle en premier lorsque le ciel s'ouvre? Qui corrige après coup? Et surtout, qui fixe les limites pour la prochaine fois? Un détail rarement discuté rend l'épisode décisif. Le moment choisi. Agir une nuit de fête religieuse n'est pas neutre, car le temps est aussi un message. Si cet instant devient une référence, alors chaque coopération future portera une condition implicite. Et si ce n'est qu'un test, la réponse qu'il provoque dira jusqu'où ce test peut aller. À 23h45, le 25 décembre, la séquence a basculé en moins de 10 minutes. 3 frappes successives ont touché la périphérie de Sokoto sans activation préalable des défenses nigérianes. Ce détail temporel change tout. Il ne s'agit pas seulement d'une opération antiterroriste décrite après coup, mais d'une action menée dans une fenêtre où la coordination politique était absente et où l'effet de surprise était maximal. Les drones tournaient déjà depuis des jours, selon des analystes locaux, leur trajectoire devenant plus longue et plus irrégulière. Les signaux existaient, les mémos circulaient, mais aucun appel formel n'annonçait une frappe imminente. Puis le ciel s'est ouvert. Les cibles, présentées comme liées à l'État islamique, ont été atteintes avec des munitions guidées. Les témoins parlent donc de chocs visibles à plusieurs kilomètres, de vitres brisées avant même le bruit, d'un sol qui semblait céder. En 10 minutes, un site isolé, un hub logistique supposé et une tour de communication ont été neutralisés, plongeant des villages entiers dans le silence. Après minuit, une déclaration succincte d'Africom a affirmé une coordination avec les autorités nigérianes. Or, à Abuja, une autre version s'est imposée. Des responsables ont confirmé que ni le président ni son conseiller à la sécurité nationale n'avaient donné d'aval explicite. Cette divergence a déplacé le débat du champ militaire vers celui de la souveraineté. C'est à ce moment précis que l'épisode a cessé d'être local. Au-delà de Sokoto, des capitales africaines ont commencé à relire l'événement comme un test de précédent. Dans le Sahel, Ibrahim Traoré observait attentivement, non pour commenter l'opération en elle-même, mais pour en mesurer l'implication régionale. Le contexte devient alors clair. Une action rapide, un récit officiel minimal et une question qui dépasse le Nigeria. Quand la coordination devient optionnelle, la frontière entre partenariat et contrainte se brouille. La réponse ne se joue plus seulement à Sokoto, mais dans ce que l'Afrique accepte comme norme. À l'aube, Sokoto ne ressemblait plus à la ville de la veille. Les rues étaient calmes, mais ce calme n'avait rien de paisible. Il portait le poids d'une nuit que personne n'avait comprise sur le moment. Dans un quartier situé à moins d'1 kilomètre d'un site frappé, des familles ramassaient des éclats de verre avant même de mesurer ce qui s'était réellement passé. Un infirmier d'un hôpital local a décrit une arrivée désordonnée de blessés, surtout des traumatismes liés aux explosions et à la panique. Un cas d'arrêt cardiaque déclenché par la peur a marqué les esprits. Une école, située à environ 800 mètres d'une zone touchée, était vide uniquement à cause des vacances de Noël. Ce hasard a évité un drame plus large, mais il a renforcé une question obsédante. Et si le calendrier avait été différent? Sur le plan militaire, l'impact a été tout aussi révélateur. Aucun radar n'a été activé à temps, aucun avion n'a décollé. Ce n'était pas une défaite tactique, mais une mise à l'écart décisionnelle. L'appareil de défense nigérian a découvert, après coup, qu'il n'avait pas été acteur de ce qui se jouait dans son propre ciel.
Ces effets immédiats expliquent pourquoi l'épisode a résonné bien au-delà des dégâts matériels. Pour des observateurs comme Ibrahim Traoré, ce n'était pas seulement l'histoire de frappes réussies ou ratées, mais celle d'un mécanisme où la rapidité prime sur le consentement. L'impact clé n'était donc pas la destruction, mais la perte de maîtrise perçue. Quand le contrôle disparaît une nuit, il redéfinit les jours suivants. Avant la nuit de Noël, la situation semblait contenue. Les semaines précédentes avaient été marquées par une activité aérienne inhabituelle, mais rien qui annonce officiellement une opération imminente. Les signaux existaient pourtant. Des analystes nigérians notaient des trajectoires de drones plus longues, des silences radio inhabituels, des bases régionales devenues soudainement muettes. Ces indices suggéraient une montée en tension sans jamais franchir le seuil de l'alerte politique ouverte. Puis, tout s'est accéléré. En quelques minutes, la séquence est passée de l'observation discrète à l'action irréversible. La première frappe a touché un complexe isolé en périphérie de Sokoto, présenté comme lié à des groupes affiliés à l'État islamique. L'explosion a été visible à plusieurs kilomètres. Avant même d'entendre le bruit, des habitants ont vu leurs fenêtres se fissurer, le sol a vibré, rompant l'illusion de distance entre la guerre et la vie quotidienne. La seconde frappe est arrivée presque immédiatement. Cette fois, une zone décrite comme un hub logistique supposément utilisé pour stocker du carburant et des armes. La précision était revendiquée, la rapidité assumée. Il n'y avait pas de pause, pas de message intermédiaire, seulement une continuité mécanique. 10 minutes plus tard, une troisième frappe a réduit au silence une tour de communication voisine, plongeant des villages entiers dans une obscurité informationnelle totale. À minuit passé, le communiqué est tombé. Court, technique, affirmant que l'opération avait été coordonnée avec les autorités nigérianes. Cette phrase, à elle seule, a enclenché la seconde phase de la crise. À Abuja, les cercles militaires et présidentiels ont compris que le récit public ne correspondait pas à leur réalité interne. Aucun feu vert explicite, aucune validation politique complète, aucun partage en temps réel. L'événement militaire se transformait en incident diplomatique. La réaction médiatique a amplifié ce basculement. Les chaînes internationales ont parlé de frappes de précision, mais les reporters locaux décrivaient surtout la confusion, les déplacements forcés de familles et l'angoisse persistante. Plus d'une centaine de personnes ont quitté leur quartier par crainte de nouvelles explosions. Les hôpitaux traitaient des blessures liées aux débris, mais aussi les séquelles invisibles de la panique. C'est à ce moment que l'épisode a cessé d'être une affaire strictement nigériane. Dans plusieurs capitales africaines, la question n'était plus de savoir si les cibles étaient légitimes, mais si la méthode créait un précédent. Le choix de la nuit de Noël, l'absence de coordination visible et la communication unilatérale ont été lus comme un message implicite. Dans le Sahel, Ibrahim Traoré suivait cette séquence non comme un simple allié observateur, mais comme un dirigeant conscient des équilibres fragiles de la région. Pour lui et pour d'autres, la chaîne des événements révélait une logique claire. Agir vite, expliquer après et tester la réaction. La vraie onde de choc n'était donc pas seulement celle des explosions, mais celle d'un enchaînement qui redéfinissait la règle du jeu. Cette chaîne allait forcément provoquer une réponse. Avant cette nuit, la coopération sécuritaire suivait une logique implicite. Coordination préalable, validation politique, puis action conjointe. Après la nuit de Noël, l'écart est net. L'action a précédé l'autorisation et l'explication est venue ensuite. Ce basculement se mesure moins par la puissance de feu que par quelques indicateurs précis, révélateurs d'un changement de méthode. Un premier repère aide à mesurer le changement, la temporalité de l'opération. 3 frappes ont été menées en moins de 10 minutes, ce qui réduit toute possibilité de réaction politique coordonnée. Ce chiffre est central. Une séquence aussi compressée n'est pas conçue pour l'adaptation, mais pour l'irréversibilité. Même une chaîne de commandement efficace ne peut, en quelques minutes, confirmer une autorisation, alerter les défenses et cadrer un message public. Le temps devient ici un outil stratégique. En raccourcissant la fenêtre de décision, l'opération neutralise non seulement la cible désignée, mais aussi la capacité de l'État concerné à s'affirmer comme acteur en temps réel. Un deuxième repère éclaire l'enjeu humain, la proximité avec les zones civiles.
Une école se trouvait à environ 800 mètres d'un site frappé, et cette distance transforme une frappe ciblée en risque sociétal immédiat. Ce chiffre ne dit rien de l'intention, mais beaucoup de l'effet. 800 mètres, c'est une marge, qui sur le plan militaire peut sembler suffisante. Sur le plan civil, c'est une ligne fragile. Ce soir-là, l'établissement était vide, uniquement en raison des vacances de Noël. L'absence de victimes scolaires tient donc au calendrier, non à une garantie structurelle. Cette donnée alimente la perception d'une opération techniquement précise, mais politiquement aveugle aux contextes locaux. Un troisième repère révèle l'effet invisible, l'impact humain indirect. Plus d'une centaine de personnes ont été déplacées dans les heures suivantes, car la peur post-frappe provoque des déplacements indépendants des dégâts matériels. Ce chiffre illustre un effet souvent sous-estimé. Les explosions ne détruisent pas seulement des infrastructures, elles déclenchent des mouvements. Des familles ont quitté leur quartier, non parce que leur maison était touchée, mais parce que l'incertitude s'était installée. Cette dynamique est cruciale, car elle montre que l'efficacité militaire revendiquée ne correspond pas nécessairement à une stabilisation sociale. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un schéma cohérent. Une action rapide, spatialement proche des civils et génératrice de déplacements. Ce n'est pas une anomalie statistique, mais une signature opérationnelle. Elle explique pourquoi le débat a glissé si vite de la lutte contre le terrorisme vers la question de la souveraineté procédurale. Dans ce cadre, la réaction nigériane, puis les prises de position régionales ne relèvent pas de l'émotion. Elles répondent à un calcul simple. Si cette méthode devient la norme, alors chaque partenariat sécuritaire perd sa clause implicite de consentement. C'est cette lecture qui a retenu l'attention de dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, attentif à la reproductibilité du modèle plutôt qu'à l'événement isolé. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils confirment une chose. Le delta entre avant et après est mesurable, et ce qui est mesurable peut se répéter. La question devient alors stratégique. Accepter cet écart ou le corriger collectivement? Les défenseurs de l'opération avancent d'abord un argument de sécurité immédiate. Selon cette lecture, la menace terroriste ne laisse pas de place aux lenteurs diplomatiques. Lorsqu'une cible est identifiée comme imminente, agir vite prime sur toute autre considération. La coordination complète, disent-ils, augmente le risque de fuite d'informations, compromet l'effet de surprise et met en danger des vies à plus grande échelle. Dans ce cadre, la frappe unilatérale n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité tactique dictée par l'urgence. Un second argument insiste sur le partenariat historique. Les États africains concernés coopèrent depuis des années avec des puissances étrangères dans la lutte contre les groupes armés. Cette coopération repose souvent sur des accords larges, parfois volontairement flous, qui autorisent des actions rapides dans l'intérêt commun. Selon cette logique, l'opération de Noël ne violerait pas l'esprit de l'Alliance, même si la forme a été abrupte. Le résultat, affirment ses partisans, compte plus que la procédure, surtout si des cibles jugées dangereuses sont neutralisées. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, ils se heurtent à une limite structurelle révélée par l'épisode de Sokoto. L'urgence ne supprime pas la responsabilité politique. Agir sans consentement explicite transforme une coopération en relation asymétrique, où l'un décide et l'autre découvre après coup. Ce glissement n'est pas théorique. Il a des effets concrets sur la légitimité des gouvernements locaux exposés à leur population sans avoir contrôlé l'action menée en leur nom. Quant au partenariat implicite, il repose précisément sur la confiance. Or, cette confiance se fragilise lorsque les accords deviennent interprétables à sens unique. Une alliance efficace suppose des règles partagées, pas seulement des objectifs communs. Lorsque la procédure est contournée, même pour une raison jugée valable, elle crée un précédent que d'autres invoqueront à l'avenir dans des contextes peut-être moins clairs. La réfutation centrale est donc simple, la sécurité durable ne se mesure pas uniquement en cibles éliminées, mais en institutions renforcées. Une victoire tactique obtenue au prix d'une souveraineté affaiblie prépare des fragilités futures. C'est cette lecture qui explique pourquoi la réaction africaine ne s'est pas limitée à l'émotion, mais s'est structurée autour d'une question de principe. Si la procédure devient optionnelle aujourd'hui, sur quoi reposera la limite demain? Ce n'était pas une frappe isolée.
Ce constat a redéfini toute la lecture de l'événement. À mi-parcours, le débat ne portait plus sur la légalité d'une opération précise, mais sur la trajectoire qu'elle révélait. L'épisode de Sokoto a agi comme un révélateur, exposant une évolution silencieuse des pratiques sécuritaires internationales sur le continent africain. Ce qui change, ce n'est pas l'usage de la force déjà connu, mais la hiérarchie implicite entre efficacité et consentement. La rapidité devient la valeur dominante, reléguant la coordination au rang d'option secondaire. Cette bascule explique pourquoi tant de capitales africaines ont réagi presque simultanément, malgré des contextes nationaux différents. Dans cette lecture, la frappe de Noël n'est plus seulement une réponse à une menace, mais un message codé sur ce qui est désormais acceptable. Elle suggère que certaines procédures peuvent être contournées si l'objectif est jugé prioritaire par l'acteur le plus puissant. C'est précisément ce point qui a retenu l'attention d'Ibrahim Traoré. Pour lui, l'enjeu n'était pas de commenter l'opération elle-même, mais de comprendre ce qu'elle autorisait pour l'avenir. Une fois cette logique admise, elle devient reproductible ailleurs, à d'autres moments, sous d'autres prétextes. Le milieu du récit marque donc un basculement clair. La question n'est plus « que s'est-il passé ?», mais « que permet-on désormais que l'on fasse ?» La réponse commence à se dessiner dans les conséquences concrètes. Pour l'État nigérian, l'impact a été immédiat et multidimensionnel. Sur le plan institutionnel, la priorité a été de réaffirmer l'autorité politique sur l'espace aérien et les procédures de sécurité afin d'éviter que l'épisode ne soit interprété comme une incapacité structurelle. Sur le plan diplomatique, chaque mot a compté, car il fallait à la fois préserver des partenariats existants et signaler une ligne claire. Cette tension a obligé l'exécutif à transformer un incident militaire en démonstration de contrôle, sans escalade inutile. Enfin, au niveau interne, la crédibilité de l'État s'est jouée dans sa capacité à expliquer, calmer et cadrer le récit auprès de la population. Pour les acteurs économiques et les entreprises, l'effet a été plus discret, mais tout aussi réel. L'incertitude sécuritaire, même ponctuelle, influence les décisions d'investissement et les flux logistiques, surtout dans des régions déjà perçues comme fragiles. Les frappes ont ravivé des craintes liées à l'imprévisibilité non des groupes armés, mais des réponses internationales. Cette perception peut retarder des projets, augmenter les coûts d'assurance et renforcer une logique d'attentisme. À moyen terme, ce sont les économies locales qui supportent le poids d'une confiance érodée. Pour les citoyens, l'impact s'est d'abord manifesté par la peur et le déplacement. Des familles ont quitté leur quartier sans savoir si d'autres frappes suivraient, illustrant la rapidité avec laquelle l'insécurité psychologique se propage. Au-delà de la nuit elle-même, le sentiment d'exposition durable a pris le dessus, alimenté par l'idée que des décisions majeures pouvaient être prises sans information préalable. Cette expérience a renforcé une attente forte envers l'État, protéger, mais aussi être consulté et respecté. La souveraineté, pour beaucoup, a cessé d'être un concept abstrait pour devenir une préoccupation quotidienne. Pour la région et le continent, les conséquences ont été les plus profondes. Les réactions coordonnées de plusieurs capitales africaines ont montré que l'épisode dépassait largement le cadre nigérian. Dans le Sahel, des dirigeants comme Ibrahim Traoré ont interprété ces frappes comme un signal à décrypter collectivement, non comme une anomalie isolée. Cette lecture régionale a accéléré des discussions sur la coordination africaine, la réduction des dépendances sécuritaires et la définition de règles communes plus strictes. Ce mouvement ne promet pas une rupture immédiate, mais il marque une inflexion stratégique claire. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau cohérent. L'événement a touché l'État, l'économie, la société et l'équilibre régional, chacun à sa manière, mais selon une logique commune. Une action rapide peut produire des résultats tactiques, mais ses répercussions s'étendent bien au-delà de la cible initiale. C'est dans ces répercussions que se joue désormais l'essentiel. Ces conséquences ouvrent la voie à plusieurs futurs possibles. À partir de cet épisode, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour l'année à venir. Aucune n'est certaine, mais chacune éclaire des choix déjà en cours. Une première trajectoire possible est celle d'une normalisation prudente. Dans cette hypothèse, les partenariats sécuritaires se poursuivent, mais avec des ajustements procéduraux visibles.
Les États concernés exigent des canaux de validation plus explicites sans remettre en cause la coopération de fond. Les puissances extérieures acceptent ces garde-fous pour préserver la relation. Le risque diminue, sans disparaître. La leçon de Sokoto est intégrée comme un rappel, non comme une rupture. Ce scénario stabilise l'existant, mais laisse intacte la possibilité de nouvelles frictions si l'urgence est de nouveau invoquée. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, serait un recalibrage collectif. Ici, l'épisode agit comme catalyseur. Des mécanismes régionaux gagnent en crédibilité, la coordination africaine progresse et des règles communes sur l'espace aérien et la notification préalable émergent. Les partenaires extérieurs s'adaptent à ce cadre renforcé, conscients que la légitimité devient une condition d'efficacité, la sécurité gagne en prévisibilité et la souveraineté cesse d'être défensive pour devenir structurante. Ce scénario suppose une volonté politique soutenue et une discipline collective, mais il offre le plus de stabilité à long terme. Une troisième trajectoire, plus pessimiste, serait une répétition suivie d'un durcissement. Dans cette trajectoire, l'absence de réponse structurée encourage la reproduction du modèle. D'autres opérations unilatérales surviennent ailleurs sous des justifications similaires. Chaque incident fragilise un peu plus la confiance, alimente la contestation interne et pousse certains États à réagir de manière plus abrupte. La coopération devient transactionnelle, la méfiance s'installe et la sécurité régionale se fragmente. Ce scénario accroît les risques d'escalade et réduit les marges diplomatiques. Face à ces futurs possibles, une recommandation de pensée s'impose. Il ne s'agit pas de choisir entre sécurité et souveraineté, mais de refuser qu'elles soient opposées. La question centrale n'est pas qui agit le plus vite, mais qui définit la règle quand l'urgence frappe. Clarifier cette règle maintenant coûte moins que de la découvrir à nouveau, sous la contrainte. Le prochain tournant dépendra de la capacité à transformer un choc en cadre durable. Pour le public, cet épisode a déplacé le débat du lointain vers le concret. La sécurité internationale, souvent perçue comme une affaire d'experts, s'est matérialisée en une expérience compréhensible. Une nuit où des décisions extérieures ont eu des effets immédiats sur des vies ordinaires. Cette proximité a modifié la manière dont beaucoup évaluent désormais les partenariats, non plus seulement à l'aune des résultats annoncés, mais à celle des procédures respectées. Pour certains citoyens, l'événement a renforcé une attente de clarté. Il demande moins des promesses abstraites que des règles lisibles. Qui décide, quand et avec quel mandat ? Cette demande n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Elle traduit le besoin de savoir à quoi s'attendre lorsque la sécurité est invoquée comme justification ultime. Dans ce cadre, la communication officielle devient aussi importante que l'action elle-même, car elle conditionne la confiance. Pour d'autres, notamment les jeunes et les acteurs de la société civile, l'épisode a servi de déclencheur. Il a nourri des discussions sur la souveraineté, la responsabilité des dirigeants et la place du continent dans les équilibres globaux. Ces échanges ne se limitent pas à la critique. Ils interrogent les alternatives possibles, la coopération régionale et les moyens de peser collectivement dans des décisions qui dépassent les frontières nationales. À un niveau plus individuel, l'impact est plus subtil. Beaucoup ont pris conscience que la stabilité ne dépend pas seulement de la force déployée, mais de la prévisibilité des règles. Une sécurité perçue comme arbitraire génère de l'anxiété, même lorsqu'elle se présente comme protectrice. À l'inverse, des cadres clairs réduisent comme la peur, même dans des environnements complexes. Deux gestes modestes émergent alors. S'informer au-delà des titres pour comprendre les enchaînements et maintenir le débat ouvert sans réduire la question à un camp ou à une émotion. Ces gestes ne changent pas tout, mais ils transforment la manière de recevoir les prochains événements. C'est souvent ainsi que les équilibres commencent à évoluer. À ce stade, la question n'est plus de commenter l'événement, mais de structurer une réponse durable. Une feuille de route crédible se dessine autour de quelques étapes concrètes, pensées pour réduire l'ambiguïté sans rompre les coopérations existantes. D'abord, il faut clarifier l'autorité. Les États concernés définissent explicitement qui valide toute action extérieure sur leur territoire, à quel niveau politique et par quels canaux. Cette clarification réduit
les interprétations opportunes et rétablit une chaîne de responsabilité lisible. Ensuite, il devient essentiel de formaliser la notification préalable. Un mécanisme simple impose un délai minimal d'information, même en situation d'urgence. L'objectif n'est pas de ralentir l'action, mais de garantir que le consentement ne soit jamais supposé. Cette règle transforme la coordination en obligation procédurale. Puis, il faut mesurer et auditer. Chaque opération fait l'objet d'un compte-rendu partagé, évaluant non seulement l'effet militaire, mais aussi l'impact civil et institutionnel. Ce suivi crée une mémoire collective et empêche que les précédents se normalisent dans le silence. Après cela, renforcer l'échelle régionale devient décisif. Des plateformes africaines de concertation sécuritaire gagnent en rôle opérationnel, permettant des alertes communes et une lecture partagée des risques. C'est à ce niveau que la dépendance peut diminuer sans isolement. Enfin, il faut assumer le discours politique. Les dirigeants expliquent par ces choix à leur population, non comme une posture défensive, mais comme une affirmation de maturité stratégique. Dans le Sahel, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré ont déjà insisté sur ce point. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une méthode. Cette feuille de route n'élimine pas les menaces, elle change toutefois la manière d'y répondre, en rééquilibrant efficacité et légitimité. La mesure du succès n'est pas l'absence totale de crise, mais la capacité à les gérer sans dilution du consentement. La vraie question devient alors simple. Qui est prêt à transformer cette crise en cadre commun ? Au petit matin, dans les rues encore silencieuses de Sokoto, le geste le plus marquant n'était ni militaire ni diplomatique. C'était celui de citoyens ordinaires nettoyant les traces d'une nuit qu'ils n'avaient pas choisie. Ce détail presque invisible rappelle que derrière chaque décision stratégique se trouvent des vies qui absorbent le choc avant d'en comprendre le sens. Le fil du récit revient alors à l'essentiel. Ce qui a commencé comme une opération ciblée est devenu un miroir tendu au continent. La question n'était pas seulement de savoir qui avait frappé, mais qui décidait des règles quand le temps pressait. C'est cette interrogation qui a relié Sokoto à d'autres capitales, d'autres voix, d'autres mémoires. Dans ce mouvement, des dirigeants comme Ibrahim Traoré ont donné une tonalité particulière au débat, en rappelant que la souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle est exercée sans hésitation, mais aussi sans excès. Le message n'était pas une rupture, mais une mise au point, une manière de dire que la coopération n'a de sens que si elle respecte ceux qu'elle prétend protéger. Le rappel final est simple et durable. Une nuit peut suffire à fissurer un cadre implicite, mais elle peut aussi déclencher une clarification salutaire. Quand la règle est nommée, elle cesse d'être subie. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais par une invitation. Cette histoire n'oppose pas des camps figés, elle met en lumière un moment où des règles implicites ont été exposées, discutées, puis contestées. Ce moment appartient désormais à la mémoire collective, parce qu'il touche à quelque chose de plus large que des frappes ou des communiqués. La capacité d'un continent à définir ses propres lignes. L'écho de Sokoto, des réactions nigérianes aux prises de position sahéliennes, montre que les récits comptent autant que les actes. Ils orientent les attentes, influencent les décisions futures et dessinent les marges du possible. Suivre ces récits avec attention, les questionner, les confronter, c'est déjà participer à leur évolution. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, prenez un instant pour réfléchir à votre propre lecture. Faut-il privilégier la rapidité à tout prix ou la règle partagée même sous pression ? Qu'est-ce qu'une coopération légitime lorsque l'urgence est invoquée ? Le débat reste ouvert, et il gagne à être nourri par des points de vue multiples, calmes et informés. C'est souvent ainsi que les lignes se déplacent, lentement mais durablement. Quelles règles devraient primer lorsque la sécurité et la souveraineté se rencontrent ?